Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez parfois fait la guerre, mais par amour pour un métier devenu la passion d'une vie, que votre sens du slogan vous permet aujourd'hui de résumer en 300 pages. 90 printemps en 300 pages, c'est une performance dont nous allons parler. Bonjour Jacques Séguéla. Bonjour. Et 90 ans d'amour, c'est votre livre chez Plon qui sort, vos mémoires en quelque sorte, et je les ai découpés en 4 dates selon le principe des clés d'une vie que vous connaissez bien pour évoquer ce parcours. Alors, première date, 13 janvier 1960, votre première télé. Le journal de 13 heures avec un reportage sur la fin de votre tour du monde en 2 chevaux. Première fois que vous apparaissez à la télévision. Oui, je me souviens. Est-ce que c'était avec la femme que j'avais épousée? Pas encore. Non, c'est un reportage où on voit les images de votre périple. Ah oui. Je me souviens de cette première émission. Parce qu'il y a eu l'émission de Groppe et du Maillet. C'est ça. Qui est venue après. Oui. Et cette première-là... C'est le journal de 13 heures. C'est un reportage de 2 minutes dans le journal. Exactement. Je me souviens de ça. Et donc, on évoque ce périple de 130 000 kilomètres que vous avez fait. Un périple que tout le monde vous avait déconseillé, Jacques Séguéla. Sauf, par bonheur, mes parents. Parce que quand j'y repense aujourd'hui, le courage qu'ils ont eu pour envoyer leur fils, et Jean-Claude Baudot, mon frère d'âme et mon frère d'armes, avec qui on a fait ce voyage, et on va fêter nos 85 ans d'amitié, hein, c'est rare dans une vie. Ils ont eu le courage de nous envoyer traverser 8 déserts, 5 continents, et faire 105 km en voiture, avec simplement une boussole. Parce qu'aujourd'hui, quand on traverse les déserts, il y a un hélicoptère au-dessus, il y a un téléphone dans une main, il y a un GPS dans l'autre main. Nous, on avait une boussole pour aller de l'autre côté. Et cette envie, au départ, c'était un tour du monde ou faire le tour de vous-même? Oui, parce que j'ai mis 8 fois à passer mes bacs. Oui, je suis dans le Guinness Book des records. Oui, bon. Sacha Guitry a fait 12 sixièmes. Oui, oui. Mais de mon temps, on n'avait pas le droit d'aller plus loin que 8. Ouais. Dans 9e, on était scratché de toutes les facultés. Et donc, j'avais beaucoup à rattraper. J'avais été un gardement quand j'étais jeune. Je raconte ça, c'est la première partie du livre. J'avais fait chapeau pendant 1 an. Alors, chapeau à Perpignan, ça veut dire ne pas aller à l'école. Je ne sais pas pourquoi dire cette phrase est ridicule de faire chapeau. J'avais besoin, finalement, de trouver mon université. Et mon université, ça a été le monde. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir. Oui, et votre père, Jacques Séguéla, vous a offert une 2 chevaux. Alors, 2 chevaux, à l'époque, elle est sortie en 48 au salon de l'auto. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les plans avaient été préparés avant la guerre et que les Allemands, les nazis, ont essayé de s'emparer de ces plans pour adapter la Volkswagen. Absolument. Et ils n'ont pas réussi. Absolument. Et moi, j'ai raconté ça dans mon livre quand je me parlais des 100 ans de publicité de Citroën. La voiture a été démontée par les ouvriers eux-mêmes, qui l'ont planqué à des endroits différents pour qu'on ne puisse pas trouver l'ensemble de la voiture. Elle ne dépassait pas le 50 km/h. Alors, ce voyage, effectivement, ça a été un voyage difficile. Il y a eu d'ailleurs un Karachi, vous avez failli perdre un œil. Oui, parce que c'est Jean-Claude Baudot qui avait le volant. Je dormais, la tête sur la vitre. Quand j'entends un vacarme inouï, on venait de percuter un camion qui arrivait en face de nous. Simplement parce qu'on n'avait pas compris qu'on avait changé de pays et que la conduite était à droite et pas à gauche. Mais moi, j'ai failli laisser l'œil. Par bonheur, j'ai été transporté tout de suite par un taxi à Quetta, qui était à la capitale. Et j'ai été soigné par un chirurgien indien formidable qui m'a sauvé l'œil. Et au Sahara aussi, vous avez failli périr? On a failli au Sahara parce que il y a eu une tempête de sable. Le Sahara à l'époque n'était pas du tout goudronné. Il était goudronné dans sa première partie jusqu'à Agadez, mais la grande partie, non, je ne sais pas, au milieu, je ne sais plus. Et ensuite, la deuxième partie pour aller à Agadez, elle était dans une sorte de mer de sable à n'en plus finir. Simplement, tous les 10 km, il y avait un poteau, un rail, fiché dans le sable. Alors ça allait très bien, parce qu'on a une vue quand même de 10 km avec des longues vues, bien sûr. Mais il y a eu un coup de vent terrible. On s'est planqué dans la voiture
pour essayer de résister au coup de vent. Et quand le coup de vent était terminé, on ne voyait plus rien. On ne voyait pas le moindre poteau à des kilomètres. On était complètement paniqués. Lorsque est arrivé un Touareg, dans tous les déserts du monde, il y a des gens qui sont là à pied, qui traversent. On ne sait pas d'où ils viennent, etc. Qui nous a invités à retrouver son petit village, qui était un village évidemment de translation, avec des chameaux. Bon. Ils nous ont fait un méchoui. Et on a assisté à une chose extraordinaire le lendemain. C'était un combat de Takuba. C'est les grandes épées des Touaregs, pour une histoire évidemment de femmes. Et il y en a un des deux qui a été blessé, avec le poignet absolument ouvert. Et la 2 chevaux va lui sauver la vie, parce qu'on va pouvoir le mettre dans la 2 chevaux et l'amener à 100 km de là, pouvoir se faire soigner et lui sauver la main. Et ces 2 chevaux aussi a traversé un pont mythique évoqué dans un film et une chanson. On était... Le pont de la rivière Kwai. Le pont de la rivière Kwai. On était en Thaïlande. On avait vu au cinéma, parce que notre seul plaisir, c'était quand il y avait un cinéma, d'aller voir au cinéma. Au cinéma à Bangkok, on avait vu le pont de la rivière Kwai. Et j'ai dit à Jean-Claude, ce serait marrant de faire une photo pour Paris Match avec nos 2 chevaux traversant le pont de la rivière Kwai. Et on part vers la rivière qui sépare la Birmanie de la Thaïlande. Et on remonte, on met la 2 chevaux sur un petit bateau, on remonte lentement les choses et on arrive jusqu'à l'embouchure, pas de pont. Et on s'adresse un peu à droite et à gauche et on dit, mais vous êtes débiles. Le film a été tourné au Sri Lanka. Il n'y a pas de pont de la rivière Kwai. Et le pont qui a été construit à l'époque a coûté plus de 10% du budget, 2,8 millions de dollars. À l'époque, c'était énorme. Absolument. Et il est parti en fumée. Et il est parti en fumée. Alors ça, c'était le voyage, vous êtes revenu. Mais ce qui a précédé le voyage, c'est quand même des années difficiles, parce que je crois qu'à l'école, vous n'étiez pas un brillant élève. C'était à Perpignan. Et surtout, avant Perpignan, vous avez passé 3 ans dans un collège de jésuites qui vous ont pratiquement traumatisé à vie. Oui, mon père était radiologue, c'était le premier radiologue à Perpignan, c'était une sorte de sommité, on découvrait le cancer et on découvrait qu'on pouvait guérir le cancer. Donc il avait une réputation extraordinaire, était très brillant, il avait eu ses bacs avec double mention très bien, mon grand-père avait eu ses bacs avec double mention très bien, j'étais donc l'horreur de la famille, et il avait fait ses études chez les jésuites. Il a voulu que son fils fasse ses études, j'étais son fils unique, je fasse ses études chez les jésuites. Les jésuites étaient installés à Perpignan, étaient à Montpellier, nous étions à Perpignan. Mine de rien, c'était 200 km, mais à l'époque, il n'y avait pas de week-end. Les gens se plaignent là aujourd'hui. Moi, j'ai connu le temps où il n'y avait pas de week-end, où mon père travaillait tous les samedis, il était médecin-chef à l'hôpital, et pour rien au monde, il n'aurait quitté. Donc je ne le voyais pas, parce qu'il n'avait pas le temps, dans la journée du dimanche, de venir me voir à Montpellier, de revenir. Donc c'était mon prison break. En plus, mes parents, qui me prenaient pour un surdoué, m'avaient fait sauter une glace, donc j'étais un peu chétif, au pays du rubis, et j'en prenais dans les récréations, j'en prenais plein la gueule. Un jour, ma mère vient me voir, j'ai un œil au beurre noir, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais tu sais, il me tape dessus. Elle me dit, ah bon? Ben écoute, je vais prendre les choses en main. Le lendemain, elle arrive avec 2 gants de boxe rouges. Elle me dit, je t'ai pris des cours de boxe, c'est à 500 mètres de là, chez l'accord de tes professeurs, 2 fois par semaine, tu vas apprendre la boxe. J'ai fait 10 ans de boxe. Voilà. En même temps, à cette époque, vous avez inventé des prétextes pour bénéficier d'une permission que vous n'aviez pas, mais surtout, vous avez réussi à fabriquer de faux bulletins scolaires. Oui, le problème, c'est que tous les mois, il y avait un bulletin, et il fallait bien que le bulletin arrive. Donc, je devais d'abord capter le vrai bulletin pour le déchirer. Parce qu'il était nul. Parce qu'il était nul, là. Et même, il y avait des grandes absences. Bon. Et donc, j'ai vu que l'imprimeur de l'école avait brûlé. Et donc, je suis allé le voir au flanc et je lui ai dit, écoutez, est-ce qu'il vous reste encore quelques bulletins? Parce qu'il nous manque une 50aine de bulletins. Est-ce que vous auriez 50 bulletins? Il trafouille dans des décombres. Il les trouve, il me les donne. Et à partir de ça, j'ai compris que c'était pas facile parce que il fallait des écritures de gens de 40 à 50 ans.
mon écriture à moi ou l'écriture de copains, ça marchait pas. Et il fallait la même écriture pour le professeur de grec que l'année suivante, que le mois suivant. Donc il fallait que je le retrouve. Mais il fallait que le professeur de latin soit différent, que le professeur de mathématiques soit différent. Donc j'avais une dizaine de plumes que je suppliais d'utiliser au noir pour me classer entre le premier et le troisième de chaque discipline. En surdoué que je n'étais pas. Oui, en même temps, c'est ce qu'a dit un médecin à Paris en disant que vous n'aviez aucune qualité intellectuelle. Oui, mon père, désespéré, dit à ma mère, écoute, j'ai vu que l'éducation nationale emploie des orientateurs pour les élèves en difficulté. Mais je crois qu'il faut se mettre à la raison. Notre fils est un élève en difficulté, amène-le à Paris. J'arrive à Paris, j'arrive à l'éducation nationale, c'est un bâtiment minable au 2e étage sans ascenseur. Je dis, mais c'est ça, l'éducation nationale. Moi, je crois que c'était comme l'Assemblée nationale, que c'était un monument avec des colonnes, etc. Et en face de moi, j'ai un vieux professeur qui me dit, écoutez, je veux faire des tests. On fait une test de Rorschach, des papillons. J'étais tellement vexé qu'il essaye, avec des tests, de trouver mon intelligence, que en réaction, je lui racontais n'importe quoi. Mais lui, il a pris au premier degré. Et donc, à la fin, il fait les comptes et il dit à ma mère, écoutez, je suis désolé de vous le dire devant votre fils, mais votre fils n'a absolument aucune capacité intellectuelle. Il faut le destiner à un travail manuel. Ouais. Et ma mère s'est levée, elle m'a sauvé la vie, parce qu'elle s'est levée, elle m'a dit, mon fils, le cancre, c'est pas toi, c'est lui, viens, je t'amène au théâtre. Au théâtre, il n'y avait pas de théâtre à Perpignan. Première fois que je voyais une pièce de théâtre, c'était Ken avec Pierre Brasseur. Ma mère est tombée aussitôt amoureuse de Pierre Brasseur. Et moi, du théâtre, je suis rentré à l'hôtel avec elle jusqu'à 3h ou 4h du matin. Je lui parlais du théâtre, je voulais en connaître plus, etc. Elle téléphone à mon père, elle dit, je garde le petit une semaine de plus, il y a une sorte de révélation. Pendant la semaine, tous les matins, 3 ou 4 galeries, tous les après-midi, 3 ou 4 musées, tous les soirs, 1 ou 2 pièces de théâtre. Et je crois que ma révélation créative s'est faite ce jour-là. Merci, ma mère. Une autre date importante pour vous, le 23 février 1974. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Jacques Séguéla. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jacques Séguéla. 90 ans d'amour, votre livre chez Plon, et les dates, bien sûr, correspondant à cette histoire, à ce livre. 23 février 1974, ce sont vos 40 printemps. Je dis 40 printemps et pas 40 ans, parce que pour vous, vieillir, ça n'existe pas, Jacques Séguéla. Oui, moi j'ai une définition de la vie. Il ne faut jamais avoir de regrets. La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Donc je ne cultive que mes rêves. Et mes rêves sont des rêves de jeunesse, jamais enfuis. Et même encore à mon âge, je rêverais de pouvoir prendre une voiture. J'en rêve même parfois la nuit de prendre une voiture et de refaire le tour du monde et de voir dans quel état il est. Ce monde qui a décidé de faire la guerre et pas l'amour. Alors, vos 40 printemps, c'est une chose. Beaucoup plus tôt, on remonte en arrière. Vos débuts dans le journalisme à Paris Match, alors que vous n'étiez pas destiné à devenir journaliste. Mais moi, j'étais docteur en pharmacie. Oui. Parce que, ayant tellement échoué à mon baccalauréat, mon père m'a dit, tu peux pas devenir, c'était son rêve, tu peux pas devenir chirurgien, tu tuerais les gens, deviens pharmacien. Mais j'étais passionné par la pharmacie et je suis passé de cancre à major. Dès la première année, tellement j'étais passionné par la botanique et tout ça, je m'étais plongé là-dedans. Et c'est pour me remercier que mon père m'a offert ma première de chevaux, qui me permettra après de faire le tour du monde. Et La Terre en rond est sortie, qui racontait cette histoire. Au retour du tour du monde, j'ai frappé à la porte du directeur de la publicité de Citroën, qui m'a dit, il faut que tu écrives un livre, et nous, faut que tu écrives un livre, et nous, après, on t'aidera. Et donc, j'ai écrit sans savoir comment on écrivait un livre, La Terre en rond, qui a été mon premier livre, qui a été un énorme, je me suis pas rendu compte, mais qui a été à 150 000 exemplaires, qui a été, à l'époque, il y avait un prix littéraire sportif qui était donné par le ministre des Sports. C'était l'homme qui était monté à l'Annapurna. Et tout ça a lancé le livre et a lancé ma vie. Presque malgré moi. Oui, parce que Jean Prouveau, qui était directeur de Paris Match, a repéré ce livre, vous a envoyé vers Roger Théron, qui vous a engagé à Match qui n'était pas un journal, mais un show à l'époque. Un show, absolument, c'était la télé, avant la télé.
parce que les seules nouvelles du monde dont on pouvait disposer et en couleur, c'était Paris Match. Et moi, quand j'arrive, Théron me dit, écoute, toi tu vas faire la nuit pour te former un peu, parce qu'il se passe finalement rien la nuit. La seule chose que tu as, c'est surveiller les prompteurs. Et s'il y a une nouvelle qui passe d'un prompteur à l'autre, etc., c'est que c'est en train de monter, tu m'appelles et tu essayes d'avoir une idée pour régler le problème qui est là. Et au bout de 2 ou 3 mois, je vois les prompteurs qui s'agitent, etc. Et c'était le premier détournement d'un paquebot. On avait détourné des avions jusque-là, mais on n'avait jamais détourné un paquebot. C'était au nord du Brésil. Et moi, à l'époque, j'étais très copain avec le champion du monde de parachute à ce moment-là, qui était le grand sportif du moment. Et je lui téléphone, je lui dis, est-ce que tu pourrais sauter en parachute sur un paquebot? Il me dit, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de problème. J'appelle Théron, je le réveille, il arrive. Il me dit, écoute, formidable, tu as la bonne idée. 2 heures après, il partait pour le nord du Brésil, et il a rapporté les premières photos dont la presse a disposé à ce moment-là. Voilà. Il se trouve que Roger Théron était de Sète, comme Georges Brassens, et c'est lui, avec Jacques Grélot, un chansonnier, qui a convaincu Brassens de venir passer le 6 mars 52 une audition chez Patachou. Brassens ne voulait pas chanter, et c'est ce soir-là, devant Théron notamment, que sa carrière a débuté. Oui, Théron, c'était le plus grand journaliste de magazine de l'époque, qui a complètement changé Match, modernisé Match, et qui en a fait plus qu'un journal, puisque c'était le seul moyen d'information dont on disposait à l'époque, avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup d'humour aussi, et surtout la foi du journalisme. Et alors, il y a un homme qui a compté pour vous, qui était un copain, et cet homme a été cascadeur, notamment dans ce film. Le gendarme de Saint-Tropez, le cascadeur qu'on voit avec dans la 2 chevaux, justement, c'est Gilles Delamarre, cascadeur connu, qui a réglé toutes les séquences. Oui, et justement, quand je parlais de cascadeur, c'est de Gilles Delamarre. Exactement. Tiens, j'avais tout d'un coup oublié son nom. C'est Gilles Delamarre, champion du monde de saut en parachute, qui a réussi ce premier saut sur le bateau qui avait été arraisonné. Et il a réglé les cascades de la Grande Vadrouille et du Cornio et de quelques autres films. Oui, et il est mort en cascade. À 41 ans seulement. Un film je crois qu'il mettait un film de Belmondo, oui. Un accident de voiture. Alors, il se trouve qu'il y a une autre période compliquée pour vous, c'est le service militaire en Algérie. C'était pas simple, mais ce service militaire, vous aviez comme condisciples Francis Weber, Juste Jacquin, Philippe Labro et Raymond Depardon. Oui, ça, j'ai été dans la chambrée Rennes. Bon, à l'époque, les autorités nous ont dit, écoutez, il faudrait que vous nous fassiez un journal, un Paris Match militaire. Comme j'étais le plus âgé, parce que moi j'étais sursitaire, comme j'étais docteur en pharmacie, j'avais 2 ans de plus, il m'a dit que tu es le plus âgé, tu seras le rédacteur en chef, puisque tu sors de Match, ça te permettra. Moi je suis allé trouver Théron et mes copains de Match, je leur ai dit, écoutez, moi je fais le service militaire, on me demande de faire un journal, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment on fait. Théron m'a dit, écoute, c'est pas grave, viens. C'est lui qui a dessiné le journal, la maquette existe encore, elle n'a pas été changée. Extraordinaire. Merci Roger. Alors il se trouve aussi que vous avez au retour du service militaire, Jacques Ségala créé un magazine novateur, un magazine de loisirs et de voyages, et ça n'existait pas à l'époque. Ça n'existait pas, et c'était la plus belle erreur marketing de ma vie. Parce que le journal était 50% Go et Mio, journal pour les bourgeois de Neuilly 16e, et 50% les journaux de Routard. Le Routard. Bon. Oui. Et donc, la moitié du journal plaisait à un et déplaisait à l'autre, et vice-versa. Donc, le journal a duré 6 mois et s'est effondré. Et c'est comme ça que j'ai frappé à la porte de Lazareff. Et par bonheur, ce journal m'a permis non seulement d'approcher, mais qui m'engage. Et on a fait un autre journal ensemble, tous les deux, qui s'appelait Vive les vacances, qui était l'ancêtre de VSD et qui a très bien marché. Et quand j'ai eu 30 ans, Pierre m'invite à déjeuner. Il avait sa table au Fouquet. Pierre Lazareff était le directeur de France-Soif. Le plus grand journaliste, tu l'as connu, le plus grand journaliste que la France ait connu. Et il me dit, écoute, moi je voudrais
savoir un peu où tu veux aller. Est-ce que tu veux devenir rédacteur en chef de François? Ben, je peux te nommer. Est-ce que tu veux aller à Elle, parce que ma femme est un peu vieillissante? Est-ce que tu veux être rédacteur en chef de Elle? Je n'écoute pas du tout. Moi, je veux créer un journal qui demain rachètera François. Il dit, mais tu es idiot. François va mourir. Il m'a dit ça il y a 50 ans. François va mourir. François, il y avait le seul quotidien qui tire à plus d'1 million d'exemplaires. Là. Et il en est mort. Il m'a dit, mais va dans un métier neuf. Va dans la publicité. Regarde Blumstein, il en fait 10 fois moins que moi. Il gagne 10 fois plus que moi. Tu es fait pour ça. Je t'ai vu quand tu titrais, quand tu titrais les unes de François. Tu as le don de ça. Tu titres, tu fais un titre pour François, ça n'augmente pas ta paye. Tu fais un slogan qui marche, 50 ans après, il marchera encore. Et vous avez l'idée de la pub. Il faut savoir que Pierre Lazareff vivait dans son journal 18 heures par jour. À 1h du matin, il appelait parce qu'il y avait 8 éditions par jour pour savoir ce qu'il allait avoir comme titre sur 5 colonnes. 5 colonnes à la une, bien sûr, oui. Le titre. Et il y a des joyeux farceurs qui imitaient sa voix et qui appelaient la rédaction en se faisant passer pour lui et qui changeaient les titres. Ce qui provoquait des colères et des pagailles que vous imaginez. Et moi, je me souviens d'un jour où il nous réunit en disant, écoutez, le journal est nul. Il avait les premières sorties de journaux vers 10h du matin, les premières ventes. Mais le gros journal sortait à 14h. Donc il dit, écoutez, on a 10 minutes pour changer de titre. Alors, allez, chacun donne un titre. Et on donne un titre, on est 3 ou 4, le titre était nul. Et lui, il avait écrit sur un papier, brrr, sur 8 colonnes. C'était le jour le plus froid de l'année. Les ventes ont doublé. Et il a inventé la météo, qui est aujourd'hui le contenu le plus précieux de toutes les télévisions, de toutes les radios, de tous les journaux du monde. Lui, d'un seul titre. D'un seul titre. Et une autre Merci Pierre. Et merci pour ces précisions. Une autre date, le 10 mai 1981. Ça, on en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Jacques Séguéla. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jacques Séguéla. Ce livre, 90 ans d'amour, ce sont vos mémoires, on en parle au fil de cette émission, on en parlera plus longuement tout à l'heure chez Plomb. Alors 10 mai 81, bien sûr, c'est l'élection de Mitterrand, devenu président de la République. Et ce jour-là, vous êtes à Château-Chinon, dans l'hôtel où il attend les résultats. Absolument. Il nous a invités à déjeuner, on est une quinzaine autour de la table. Tout le monde est très nerveux. Et lui, d'abord, il me fait une gentillesse. Il dit, Séguéla, venez avec moi dans les cuisines. Donc, je suis dans les cuisines. Il me dit, écoutez, vous aimez les cèpes, mais ici, c'est le meilleur restaurant à cèpes. Donc, en douce, on va vous faire une petite assiette de cèpes uniquement pour vous. Donc, tous les autres étaient jaloux, etc. Je mangeais mes cèpes. Bon. Et à 14h, il dit, mais moi, je vais faire la sieste. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un président qui attend son élection puisse aller faire... Il est monté au premier étage. La journaliste de l'Express, Daniel Mollo, a eu à 18h les premiers résultats fiables. Donc, elle me les donne. Et moi, je monte au premier étage. J'entrouvre la porte. Il dormait. Je le réveille, je dis, Monsieur le Président, il faut descendre. 52-48 du siècle, taisez-vous. C'est quand la télévision le dira que ce soit vrai. Il est descendu et j'ai eu la chance, comme je le précédais, d'être le premier qu'il a embrassé. Il m'a embrassé 2 fois dans ma vie, là. Et puis, 7 ans plus tard, quand on aura remis le couvert et qu'il sera réélu. Alors, si vos rapports ont commencé en 77, quand il y a eu les élections municipales, vous ne le connaissiez pas du tout à l'époque, François Mitterrand, Jacques Séguéla. Oui, c'était très curieux parce que à l'époque, les directeurs de campagne étaient aussi ceux qui s'occupaient de la communication. La communication, ça consistait à faire une affiche. Donc, ils appelaient les créatifs un petit peu à la mode du moment pour leur dire « Fais-moi une affiche ». Il n'y avait même pas de brief. On ne disait même pas « Je suis de gauche, je suis de droite ». « Fais-moi une affiche ». Et je reçois un coup de fil de Jean-Pierre Soisson, qui était le directeur de campagne de Chirac, qui me dit « Fais-moi une affiche ». Bien. 3 jours après, le directeur de communication de Mitterrand m'appelle « Fais-moi une affiche ». J'hésite un moment, je dis « Pourquoi pas ?» Bien. Et 3 jours après... Jean-Michel Goudard, qui était mon associé, m'appelle et me dit, écoute, c'est lui qui était le publicitaire de Chirac, il me dit, écoute, il faut que tu nous aides, parce qu'on a les photos,
mais on n'arrive pas à trouver le titre. Donc j'y vais, je dis, mais pourquoi vous ne titriez pas La France qui ose, la France qui gagne, la France qui se taille. C'était d'ailleurs le slogan de Chirac pendant toute sa carrière. Et je suis sorti un jour dans la rue avec mes 3 affiches dans la rue. Giscard, Chirac et Mitterrand. Et Mitterrand. Et quand l'élection est passée, j'ai réuni une petite équipe de presse, une conférence de presse, en leur disant: est-ce que vous trouvez normal, j'avais mis mes 3 affiches derrière moi, est-ce que vous êtes normal que ce soit le même publicitaire qui ait fait les 3 affiches, pas une ligne? Imagine aujourd'hui que j'arrive chez Pascal Praud avec mes 3 affiches, le boom que ça ferait. Alors, Mitterrand a accepté un slogan qui est rentré dans la légende, la force tranquille, dont son équipe ne voulait pas au départ, Jacques Séguéla. Mitterrand m'appelle. Il me dit: Séguéla, c'est une catastrophe, il faut que vous veniez tout de suite. Je me précipite rue de Bièvre. C'était pour l'élection de 81. C'était l'élection de 81. Je me précipite rue de Bièvre, on était au mois de début janvier. Les affiches étaient prêtes. Elles allaient être affichées une semaine plus tard. Il me dit: mais Séguéla, on n'a pas montré des affiches socialistes, c'est eux qui payent. Je dis: mais président, parce que moi j'avais dit au président, moi je veux bien faire votre campagne, mais je veux qu'on soit tous les deux tout seuls. Je veux pas qu'il y ait l'ensemble des politiques, je veux pas que ce soit une campagne politique, que ce soit une campagne sociologique, la première campagne sociologique. Il me dit: écoutez, je réunis les socialistes demain, venez à 8h du matin à Solferino. J'arrive à Solferino, 20 socialistes qui tous, absolument tous, vont être ministres 3 mois plus tard, plus Jacques Attali qui va lui être au bureau de l'Élysée. Quilles, qui était le directeur de campagne, me dit: expliquez la campagne. Mitterrand, qui était là, dit: écoutez, pendant que c'est là, vous expliquez la campagne, moi je fais une interview et je reviens. J'explique la campagne, silence de mort. Et Quilles dit: mais écoutez, on va peut-être voter, puis après on s'expliquera. Il vote 20 voix contre. Arrive Mitterrand qui dit: alors Séguéla, comment ça s'est passé? Le président en a voté. Ah bon, combien? 20 voix contre. Ah mais moi, je n'ai pas voté. Nous sommes en démocratie, donc c'est à moi de voter. Il s'assoit à sa place et dit: écoutez, cette affiche, nous allons la faire parce que c'est ma campagne et pas la vôtre. J'ai mis 5 ans à récupérer les 20 socialistes qui étaient autour de la table. Alors, vos débuts, justement, dans la publicité, c'est grâce à Jacques Prévert, une rencontre et des collages, je crois, Jacques Séguéla. Lorsque je suis arrivé, sortant des mains de Lazareff, qui m'avait dit: choisissez un métier neuf, chez mes copains qui étaient les patrons de la publicité de Citroën, je leur ai dit: mon boss me propose d'aller faire de la publicité, si vous pouvez m'aider. Il me dit: il n'y a pas de problème, tu as qu'à frapper à notre agence. Delpire, je sais pas, tu as connu d'ailleurs Delpire, qui était un formidable œil, etc., un grand directeur artistique, qui m'engage aussitôt, puisque c'est 80% de son chiffre d'affaires, c'était Citroën. Donc tout ce qui venait de Citroën était pris instantanément. Delpire me dit: écoute, moi j'ai pas besoin de toi pour Citroën, etc. Mais puisque tu es docteur en pharmacie, crée le département pharmaceutique de Delpire. Et va voir le laboratoire Roussel, ils sont en train de lancer un nouveau médicament. Je me précipite chez Roussel, qui lançait un nouveau médicament, qui s'appelait le Glyphanant, qui était un antidouleur. Et moi, je me suis souvenu que Prévert, mon maître à penser, faisait des collages. Et je me souviens que ce collage était très tourmenté. Or, à l'époque, la publicité pharmaceutique, c'était, pour ces produits-là, c'était une couverture qui devait être culturelle, et derrière, il y avait le nom du produit et la composition du produit, c'était tout, qui était envoyé au médecin. Et donc, j'ouvre l'annuaire, Prévert était dans l'annuaire. Donc je téléphone et je dis: je voudrais vous voir pour une publicité. Venez me voir, moi la publicité. J'ai déjà fait ça, etc. J'ai découvert après qu'il avait fait beaucoup de publicité en même temps qu'il faisait du cinéma. Il me dit: mais écoutez, vous êtes sympathique, je vous invite à déjeuner, je vous fais des spaghettis. Soyez gentil, allez me chercher un petit Robert. Moi, je descends dans l'escalier, il habitait sur le toit de Pigalle, avec le mouton le moulin rouge qui tournait. Et je dis: mais lui, c'est l'encyclopédie universelle, mais comment il peut avoir besoin d'un petit Robert de merde, etc. Bon, je vais dans la première
librairie, j'achète un petit Robert, j'amène le petit Robert, il me dit, mais Séguéla, mais vous êtes nul. C'est un camembert, petit Robert, que je vous demandais. L'encyclopédie, c'est moi. Alors, il y a eu quelqu'un qui a chanté Prévert aussi, alors pas ses chansons, mais une chanson hommage. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de... Alors cette chanson, la chanson de Prévert par Gainsbourg, est née, c'est Michel Arnaud qui l'a enregistrée, avec le feu vert de Prévert, qui avait signé à Gainsbourg une feuille expliquant qu'il était d'accord avec ses couplets. Et c'est vrai que Gainsbourg, lui aussi, vous doit beaucoup, je crois que ces films publicitaires qui sont entrés dans la légende, c'est grâce à vous, Jacques Séguéla. Moi, je rêvais d'avoir les grandes marques françaises, celles qui rayonnent dans le monde, pour devenir international, parce qu'on était la première agence en France, on comptait pas au niveau du monde. Et je me dis, je vais m'attaquer à Bic, parce que Bic, c'est le produit français le plus connu dans le monde. Il est provenu dans 200 pays du monde, et il est vendu dans 200 pays du monde. Et donc, j'obtiens un rendez-vous avec le baron Bic, et je dis, je peux pas arriver les mains vides. Donc, j'appelle Serge, et je lui dis, il faut que tu me donnes une demi-heure. J'ai écrit un script, il faut que tu me le joues, et que je n'arrive pas les mains vides. Il était très sympa, parce qu'il... Pour ses amis, il est toujours prêt à tout. Donc, il arrive, je l'installe dans un studio. Il est là, face à la caméra, il dit moi, je suis foutu. Hein. J'ai tout vendu dans ma vie. J'ai vendu l'inspiration à la chanson. J'ai vendu mes poumons à la cigarette. J'ai vendu mon sexe aux femmes. J'ai plus rien à vendre. Ah oui, il y a un truc que j'ai à vendre, c'est ma barbe. Parce que c'est lui qui avait inventé la barbe d'un jour, qui est tellement à la mode aujourd'hui. Tu étais le premier qui faisait ça. Et il dit, je veux bien vendre ma barbe, mais à Bic. Et il se rase en direct. 3 jours après, je suis dans le bureau du baron, je lui montre le film, il rigole, il dit, mais c'est formidable, etc. Mais moi, je fais pas de publicité en France, à la télévision. Mais mon fils, Bruno, est à New York. Lui fait la visite, je te prends rendez-vous avec mon fils à New York. Génial. 3 jours après, il m'appelle, il me dit, il t'attend demain à New York, je saute dans l'avion, j'arrive à 11h du matin dans son bureau, je lui montre le film, il rigole, il dit, mais écoute, il y a un truc que tu as oublié, auquel tu n'as pas pensé, c'est qu'il n'y a pas un Américain qui connaît Gainsbourg. Son film ne sert à rien en Amérique. Retourne chez toi, le film n'est jamais sorti, mais la maquette existe. Tu peux aller la chercher sur le net, elle est extraordinaire, elle est encore mieux que ce que je t'ai raconté. Alors, il se trouve aussi qu'à New York, vous êtes revenu à l'hôtel San Régis pour une rencontre avec Salvador Dali mémorable. À ce moment-là, les publicités les plus faciles à décrocher, c'était les publicités immobilières. Parce que c'était une page qui paraissait dans Le Monde et dans Le Figaro le vendredi, qui faisait des ventes pendant le week-end, parce que les gens achetaient les appartements pendant le week-end. Si la publicité était bonne, elle était reproduite, sinon, on changeait d'agence. Et j'arrive un jour, je passe derrière Publicis, j'entends les applaudissements de Publicis, je dis, il faut que je trouve une idée formidable, j'avais rien, donc j'arrive les mains vides, j'écoutais. Moi, j'arrive les mains vides parce que il y a une chose qu'on était obligé de tenir, de faire, c'était d'avoir la maquette de l'immeuble qui était en vente, qui n'existait pas. Alors c'était toujours des maquettes d'architectes, elles ressemblaient toutes, etc. Je dis, écoutez, plutôt que d'avoir une maquette d'architecte, moi je vais vous offrir la plus belle maquette de tous les temps, une œuvre d'art, une maquette que va faire Dali, mon copain Dali. Applaudissements. Je sors de là, mais je ne connaissais pas Dali. Heureusement, à Perpignan, j'avais des copains qui connaissaient Dali. Oui, car son père était notaire à Perpignan. Oui, et donc, il me donne rendez-vous au San Régis avec Dali. Je suis là à 5h. À New York, oui. À New York. C'est pas au San Régis, d'ailleurs, parce qu'il avait bougé. Il allait prendre son thé tous les soirs, tous les jours à 5h. J'arrive, et à la table en face de lui, il y avait Andy Warhol. Je dis, mais où je suis? Bon. Et je vois arriver Dali avec une japonaise qui était la grande star de l'époque, etc., qui s'assoit. Instantanément, je vois que son voisin vient s'asseoir à côté d'elle. Et Dali me dit, vous êtes Monsieur Jiménez. Ah non, je suis Séguéla. Vous êtes Jiménez. Si vous n'êtes pas Jiménez, je ne parle pas avec vous. Bien, maître, qu'est-ce que vous attendez de moi? De faire de la publicité? Je hais la publicité, je ne ferai jamais de publicité. Mais
quand vous êtes Perpignanais, je veux bien faire votre publicité de la main gauche. Parce que la main droite de Dali ne peut pas créer de publicité. Mais je veux savoir si vous êtes capable. Vous allez passer le premier test de Dali. Vous voyez la jeune fille qui est là. Andy Warhol était en train de se marrer. Je comprends qu'il se préparait un mauvais coup. Tous les deux, ils se faisaient des regards comme ça. Il dit, mais vous voyez cette dame, là, elle a appris les danses balinaises. Elle peut branler un homme à l'envers. Je dis, mais alors comment? Eh bien justement, elle va vous montrer. Et je la vois descendre sous la table. Je dis, dans le salon de thé le plus huppé de New York. Je ne sais pas où me mettre, etc. Moi, je vois qu'elle trifouille un peu. Et puis, éclat de rire d'Andy Warhol et de Dali. C'est une farce qu'il devait faire de temps en temps. Qui dit, bon, là, ça suffit. Et Dali dit, d'accord, vous aurez votre vainqueur, mais vous allez demander à la plus jolie fille de l'agence de venir, parce que de la main droite, je ferai son portrait, et de la main gauche, je peindrai votre horrible publicité. Voilà. Et il y a eu une suite et que je laisse à celles et ceux qui vont lire votre livre de découvrir, parce que vous avez eu d'autres épreuves avec Dali, livre dont on va reparler avec une autre date, le 3 novembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Séguéla. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jacques Séguéla. Donc, le 3 novembre 2022 est sorti ce livre chez Plon, 90 ans d'amour. C'est un livre d'amour de la vie, je crois. Oui, c'est un mot d'amour de la vie, d'amour de l'amour des femmes, l'amour de ma femme avant tout, l'amour des enfants, l'amour de l'aventure, l'amour de la créativité, l'amour des idées. Je comprends pas pourquoi ce monde plonge dans la guerre, dans l'ordurerie, dans le marasme permanent, dans une sorte de jet de haine à continu, alors que Dieu a inventé l'homme et l'homme a inventé l'amour. Donc pourquoi on ne cultive pas cet amour? Alors ce livre, ce sont 300 pages qui résument finalement votre parcours, un parcours long avec différentes vies, mais 300 pages, c'est le sens de la synthèse du publicitaire. Oui, ce livre c'est un César. Moi j'étais très ami avec César, et le premier jour où il est venu dîner à la maison, j'avais chez moi une collection de boîtes publicitaires de fer, les cubes et tout ça, etc. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est complètement démodé. Je vais compresser ta passion. Et il a pris les 400 boîtes qui étaient là, et il est revenu un mois après, il avait comprimé, il avait composté mes 400 boîtes pour faire un grand tableau comme ça, qui est chez moi, qui est magnifique, qui est une boîte elle-même. Et bien moi, mon livre, c'est la compression de mes 29 premiers livres, parce que c'est mon 30e livre. J'ai pris le meilleur de chaque livre, que j'ai réécrit dans une écriture différente, plus publicitaire, plus attractive, etc., avec un trait d'union qui est l'amour. Et une préface magnifique de Borloo, de Jean-Louis Borloo, qui résume ça au début du livre. Et puis vous évoquez les personnalités que vous avez connues et avec qui vous avez travaillé. Et Bernard Tapie, qui nous a quittés récemment, vous dites qu'il était dans la vie le contraire de ce qu'il donnait à l'écran ou dans les médias. Oui, il était très tendre. Il était survolté, ne tenant pas en place. Il était toujours dans le combat. Il n'y a pas une journée où il n'ait pas eu à se battre contre un avocat quelconque, contre un juge quelconque. Il était très fidèle. Il n'a jamais trompé sa femme. C'était un père très amoureux de ses enfants. En fait, c'était un individu normal. Que vous avez Mais l'hypertrophie des médias l'a rendu anormal. Et vous l'avez connu lorsqu'il a repris Wonder, pour la pub Wonder, d'ailleurs qu'il a assuré lui-même parce qu'il était son meilleur vendeur. Absolument. Il m'a dit, il faut que tu me fasses un film, mais j'ai pas d'argent. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une idée. À l'époque, moi j'avais lancé la publicité des stars dans les spots. Donc j'ai dit, la star elle est là, puis elle est gratuite, c'est Tapie, mais il faut qu'on se foute un peu de sa gueule.
Et donc le film, il marche dans un couloir, il va vers sa secrétaire. Quand la caméra tourne le dos, on s'aperçoit qu'il a 2 piles bondaires dans le dos. Sa secrétaire enlève une pile, il tombe. Et comme il n'y avait pas d'argent, je lui dis que on va faire le film nous-mêmes. Donc je demande à un jeune garçon de 29 ans qui n'avait jamais fait de cinéma, qui était directeur artistique à l'agent, qui s'appelait Delahousseret, s'il accepte de faire le film. Donc il fait le film, il tourne la première scène où Tapi marche droit, elle n'est pas difficile à faire, mais celle où il tombe est très difficile à faire parce qu'il faut que la caméra tombe en même temps que lui. Première prise, ratée. Deuxième prise, ratée. À la troisième prise, Tapi me dit, écoute, gentil ton copain, envoie-le prendre un café, moi je m'occupe du reste. Je l'envoie prendre un café et je le vois dire à l'éclairagiste, non, il ne faut pas éclairer là, il faut éclairer là. De dire à la caméra, c'est pas là qu'il faut te mettre, toi tu dois te mettre là. Il n'avait jamais utilisé une caméra de sa vie. Bon. Et puis il dit, tout le monde est en place, etc. Première, il tombe, la caméra le suit, et le film est dans la boîte. Et je dis, bon, c'est formidable, on fait quand même une prise de sécurité. Il dit non, Tapi ne refait jamais 2 fois la même chose. Alors, la carrière politique de Bernard Tapie, je crois aussi qu'il vous la doit, Jacques Séguéla, par une rencontre avec François Mitterrand. D'abord par une rencontre avec Giscard d'Estaing, parce qu'il m'a dit, je veux rentrer en politique. Je lui ai dit, tu es fou, ce sont des piranhas, ils vont te dévorer. Tu ne dois pas faire ça. Je me souviens d'un dîner qu'on a eu à la maison, avec sa femme, avec Sophie, avec lui, jusqu'à 2h du matin, on a essayé de le convaincre de ne pas y aller, puis c'était déjà ancré en lui-même, et donc il m'a dit, je veux que tu me présentes dans la même semaine, à la fois Giscard d'Estaing et à la fois François Mitterrand. Je dis, écoute, tu me demandes quand même, mais ça s'est passé comme ça, il a rencontré à la maison Giscard d'Estaing, et Giscard d'Estaing lui a dit, mais est-ce que vous pouvez appliquer votre théorie du sauvetage des entreprises à la France qu'il faut sauver. Et Tapi a pris la parole, ça a duré 2 heures. Giscard ne l'a même pas interrompu, tellement il était subjugué. Et 4 jours après, il y a eu un déjeuner avec François Mitterrand. François Mitterrand avait dit, je veux bien le voir, hein, mais 40 minutes, bon. Le déjeuner à la maison, ils commencent à se rencontrer. Et c'est la première fois de ma vie où je vois Bernard Tapie subjugué par quelqu'un d'autre que lui, mais subjugué, n'arrivant même pas à parler, tellement Mitterrand le dominait, parce que c'était une véritable domination, et je pense que Mitterrand avait prévu son coup exactement pour justement faire ça, parce qu'il avait l'idée après d'utiliser Bernard Tapie comme ministre et comme porteur de la meilleure communication de tout le monde. Et le repas s'est terminé à 4h30. Oui. Et à partir de là, Mitterrand a toujours été fidèle à Tapie, l'a toujours écouté, et ça a été la grande rencontre de Bernard Tapie, la seule où il n'était pas l'être dominant, mais l'autre dominé. Et puis il y a eu un dîner chez vous avec un autre président, Nicolas Sarkozy, et ce soir-là, vous avez fait son bonheur, Jacques Séguéla. Je l'ai vu hier encore, à la Légion d'honneur de Jean-Claude Darmon. Oui, c'était pas prévu comme ça, mais je crois qu'au mois de janvier, Nicolas m'appelle et me dit, écoute, viens me voir à l'Élysée samedi, j'ai un peu de temps, j'ai besoin de toi, j'accours. Il me dit, écoute, j'en peux plus parce que il était divorcé, sa femme avait quitté Paris, avait quitté la France, il dit, je suis là tout seul. Si j'invite une jeune femme à dîner avec moi, le lendemain, ça fait la une de tous les journaux. Si je l'invite à dîner dans un restaurant, c'est pire que tout, les paparazzis vont lui tuer la vie. Donc, moi, à 9h, j'ai fini mon boulot, je monte au 4e étage dans ma chambre, je regarde la télé 3 minutes et je me lève à 5h du matin pour travailler. Je ne tiendrai pas comme ça pendant 5 ans, c'est pas possible. Ben, j'ai dit, écoute, moi je vais te faire un dîner, on va bouger, on va arranger les choses, et puis on va chanter, parce qu'il adore chanter dans les dîners. Donc, et je me dis, bon, qui est invité? Je pense à Julien Clerc, et puis là, il n'a pas pu venir parce qu'il a été pris ce jour-là par un concert. Je pense à évidemment Carla Bruni, parce qu'elle écrivait pour Julien Clerc à ce moment-là.
Et on fait une petite table comme ça. Et quand j'appelle Carla, elle me dit, cet homme de droite, jamais. Je veux pas le voir, c'est le pire des scélérats. Il va tuer la France, etc. Il n'est pas question. Je lui dis, tu te trompes. En 20 minutes, il va te séduire. Il dit, quoi? Lui, me séduire moi? C'est moi qui veux le séduire en 20 minutes. Je dis, écoutez, si on faisait un jeu, un dîner de jeu, chacun va jouer son rôle et on verra quelle est celle ou celui qui a séduit l'autre. Et extraordinairement, ça s'est passé comme ça, mais c'est devenu vrai. Oui. Mais en face de moi, j'ai vu le coup de foudre de Nicolas Sarkozy, j'étais bien plus près que lui, j'étais là par rapport à toi, je l'ai vu transpirer, je l'ai vu perdre un peu la conscience, et tomber amoureux, foudroyé par Carla Bruni. Et moi, j'avais demandé qu'elle amène sa guitare. Et je me souviens, je suis allé chercher la guitare à ce moment-là. Je l'ai mis de force dans les mains de Carla, qui ne voulait pas jouer de la guitare, qui était collée à Nicolas, et qui lui a chanté une de ses chansons. Et j'ai vu le couple fondre à ce moment-là. Et d'ailleurs, ça s'est terminé à 2h du matin. Donc, à 2h15 du matin, Carla m'appelle. Il me dit, écoute, je dois dire que j'ai eu un petit coup de foudre, etc. Ton mec, c'est vraiment ce que tu m'avais dit, c'est extraordinaire. Mais c'est un grossier personnage. Je lui ai donné mon téléphone. Il m'a pas appelé. Il s'était quitté depuis 15 minutes. Oui. Non. Et à 7h du matin, Nicolas m'appelle. Il me dit, écoute, il faut que tu m'excuses auprès de ta femme. Je sais que je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai dit, mais tu es malade. C'est un coup de foudre réciproque. Vire tous tes dîners de la semaine. Je suis sûr que ce soir, elle va te faire un spaghetti et que tu ne rentreras pas à l'Élysée. Et ça s'est passé comme ça. Elle lui a fait un spaghetti, il n'est pas rentré à l'Élysée. Et quelqu'un d'autre Et ils sont plus amoureux que jamais. Exactement. Encore hier soir, plus amoureux que jamais. Et c'est l'amour toujours. L'amour. Alors, il y a quelqu'un aussi que vous avez sauvé dans d'autres circonstances. Allez-y, Coluche. Alors, cher ami, maintenant, je voudrais vous poser droit la question. Droit de réponse de Coluche. Et vous avez été le défenseur de Coluche dans cette émission de Michel Polak. Absolument. Coluche était dans une mauvaise passe. Il avait perdu un peu de sa gaieté de vivre. Il était divorcé. Ça l'avait beaucoup touché. Il est là avec ses enfants, déguisés. C'est complètement ridicule. Il avait écrit une lettre qui n'était pas drôle, et donc le public et Polak le premier, se retourne contre lui. Oui, c'est-à-dire que Droit de réponse était une émission de débat très fort. Débat, etc. Et donc, les réactions sont assez violentes, etc. Moi, je supporte pas ça, je connaissais pas Coluche, mais je lève, je dis, mais pour être que vous assassinez, mais vous êtes malade, il a fait rire le monde entier, c'est pas parce qu'il a une mauvaise passe qu'il faut le laisser comme ça. Vous êtes des assassins et les médias vous en profitez, etc. Alors je sens des applaudissements légèrement. Bon, et puis l'émission s'arrête. Le lendemain, j'ai un coup de fil de Coluche qui me dit, écoute, tu m'as vraiment sauvé la peau. Viens, et il m'invite dans sa maison. Au Parc Montsouris. Au Parc Montsouris. Qui étaient les puces sur 5 étages. Où il y avait, d'abord, il avait une trentaine de parasites autour de lui, qu'il allait d'un étage à l'autre. Le bar de ferme était ouvert 24h24. Il y avait des hamburgers, des trucs à tous les étages. Et lui allait d'un étage à l'autre. Ça l'a beaucoup touché, cette soirée-là. Et il s'est remis sur pied, il est reparti. Il a été formidable jusqu'à ce que la mort l'attrape. Vous vous rendez compte du parcours que vous avez effectué, Jacques Séguéla? Vous le mesurez? Non. Je me suis pas rendu compte. Moi, j'ai rien décidé de ma vie. J'ai jamais demandé un boulot. Les boulots sont venus à moi. J'ai jamais postulé à... J'ai presque honte de dire ça, c'est tellement difficile pour tellement de gens. Moi, la vie m'a mené par le bout du nez. Je crois que sans le tour du monde, les choses ont été différentes. Et j'ai même pas eu le temps, quand il y avait des changements, de me préparer à un changement. J'ai foncé dans la nuit. Quand Pierre Lazareff me dit « quitte le journalisme », j'avais déjà fait quand même 4 ans de journalisme, match, puis les journaux que j'avais préparés, puis François,
Dans la nuit, je lui ai écrit une lettre d'amour qui était ma lettre de démission. Et le lendemain matin, j'étais chez Delpierre en train de faire de la publicité dont je ne sais même pas les codes et même pas la moindre des principes à tenir, des principes directifs de la publicité à tenir. Je réagissais. Je n'agissais pas, je réagissais. J'étais constamment porté par l'action. Et l'action, elle continue dans ce livre, 90 ans d'amour, que vous publiez chez Plon et qui est plus qu'un résumé, qui est un parcours unique dans l'histoire de la publicité. Merci Jacques Séguéla et continuez, surtout ne vous arrêtez pas. Hein. Oui, merci Sud Radio, c'est la radio de mon pays, c'est la radio du Sud. Moi je suis fils de Sud, on va être fils de pub, donc on s'aime. Et on vous aime et vous revenez quand vous voulez sur Sud Radio. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.